Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Loïc, bonjour. Bonsoir Virginie et bonsoir à tous. Mickaëlle Paty demande réparation à l'État. La sœur de l'enseignant assassiné en octobre 2020 veut faire connaître l'inaction des pouvoirs publics. Elle souhaite faire condamner les manquements du collège, du rectorat et de la préfecture qui n'ont pas pris au sérieux les menaces contre son frère Samuel Paty. Auprès de nos confrères de France Info, son avocate a rappelé les différentes fautes commises par l'administration. D'abord, ce mensonge d'une collégienne de 13 ans qui avait affirmé que l'enseignant avait fait sortir les élèves musulmans de son cours pour projeter des caricatures de Charlie Hebdo. C'était faux, le collège le savait et n'a pas publiquement démenti la rumeur auprès des parents comme des élèves, ce qui a laissé planer un trouble autour de Samuel Paty. Puis le rectorat, qui au lieu de prendre des mesures de protection, a envoyé un référent laïcité qui a rappelé les obligations et a fait la leçon à l'enseignant sur le contenu de ses cours. Et enfin, les services de renseignement qui n'ont pas mis Samuel Paty sous protection alors même qu'ils avaient des preuves de menaces réelles, notamment venues des réseaux sociaux, une semaine avant l'attentat. Mickaëlle Paty demande également à l'État 21 000 € qui seront reversés à des associations qui soutiennent la laïcité à l'école. Comme chaque année, l'Éducation nationale publie un classement des collèges et des lycéens basé sur les résultats de l'année scolaire 2022-2023. Et déjà, une polémique. Est-ce que ces données sont toujours aussi pertinentes et intéressantes pour les parents comme pour les élèves? Je m'explique. Ces études se basent sur des critères objectifs, mesurables. Les taux de réussite au bac et au brevet, les taux de mention, la probabilité d'accès au bac depuis la seconde et sur la capacité des établissements à surpasser les attentes des académies et du ministère en termes de réussite. Or, depuis ce matin, beaucoup de voix s'élèvent pour dénoncer ces critères et soulignent qu'aujourd'hui, le bien-être des élèves est un élément totalement mis de côté alors qu'il est de plus en plus important pour les familles. Je vous propose d'écouter Marine Hilario, qui est chef de rubrique lycée au magazine L'Étudiant, pour qui le bien-être à l'école doit absolument être intégré dans ces classements pour l'avenir. Les classements hiérarchisent les établissements en fonction de leur capacité à faire progresser leurs élèves, les accompagner vers la réussite et les faire briller. L'accompagnement me semble d'ailleurs être un élément intéressant parce qu'il permet de voir les établissements qui conservent une même cohorte d'élèves de la seconde jusqu'au bac. C'est ce qu'on appelle dans notre classement l'indice de stabilité. Mais il y a d'autres éléments qui peuvent être aussi intéressants à regarder pour trouver son lycée. Ce sont tous les éléments qui vont jouer sur le bien-être des lycéens. Par exemple, est-ce que vous n'avez pas trop de transport à faire tous les jours pour vous rendre au lycée ? Allez-vous devoir quitter tous vos amis pour aller au lycée et est-ce que cela vous convient? Est-ce que le climat scolaire semble apaisé dans l'établissement, etc. Les raisons qui vont vous attirer vers un établissement sont personnelles et seront différentes en fonction des élèves. Il ne faut pas oublier qu'un bon lycée, c'est avant tout un lycée qui correspond à vos attentes. Quoi qu'il en soit, ces classements vous donnent quand même un bon indicateur pour choisir le futur établissement de vos enfants. Vous trouverez d'ailleurs différents moteurs de recherche sur des sites de médias nationaux et régionaux comme L'Étudiant, France Info, BFM TV, Sud-Ouest, Nice Matin, etc. Il suffit de rentrer le nom du collège ou du lycée visé pour découvrir ces données de réussite. Sur un tout autre sujet, la ministre de la Culture souhaite fermer les écoles d'art qui, selon elle, sont en situation de crise. Certaines écoles d'art, effectivement. Hier, Rachida Dati était auditionnée par la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et elle a évoqué certaines écoles d'art territoriales en crise malgré l'engagement de l'État et elle a été claire. Il faut cesser avec la politique des bouts de ficelle parce que finalement, ça ne résout aucun problème de fond et c'est de l'argent public très mal dépensé. Je souhaiterais des écoles performantes avec les mêmes chances de réussite et la même ouverture à tous. S'il faut fermer certaines écoles, car aujourd'hui, elles n'ont plus les mêmes moyens, d'offrir un cadre de qualité, peut-être que ça peut être le cas. Voilà, Rachida Dati n'a pas ciblé d'école en particulier, mais elle a précisé que des évaluations étaient en cours. Elle est également revenue sur le Pass Culture et souhaite le soutenir avec d'autres sources de financement que celles de l'État, notamment avec un nouveau fonds de dotation sur lequel elle est en train de travailler. Et on termine avec cette étude de l'INSEE sur la typologie des jobs étudiants. Une étude qui nous donne des informations sur la situation des jeunes début 2020 et elle nous dit que 26% des étudiants résidant en France occupent un emploi tout en faisant leurs études. Pour la majorité, c'est un job qui est en lien avec le contenu de la formation qu'ils suivent, mais pour 5% d'entre eux, il s'agit d'emplois de serveurs, de caissiers, de vendeurs, d'hôtes et d'hôtesses d'accueil, mais aussi d'assistants maternels et d'agents périscolaires. Cette enquête nous révèle également que les jeunes femmes sont davantage concernées par les emplois d'appoint en plus de leurs études, le plus souvent
en tant que caissière ou vendeuse. Évidemment, les jeunes qui peuvent davantage cumuler études et emploi sont ceux qui habitent proche des grandes villes, contrairement aux régions rurales qui manquent d'opportunités professionnelles, mais aussi où les problématiques liées au transport des jeunes sont plus importantes. Merci beaucoup Loïc. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.